Et notre invité aujourd'hui en direct sur Boursorama et sur l'Opinion pour cette grande interview, émission spéciale présidentielle 2017, c'est Jean Pisani-Ferry. Bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être là en direct avec nous, directeur du programme d'Emmanuel Macron. Et à mes côtés pour vous interroger, Raphaël Legendre pour l'Opinion. Bonjour. Bonjour Raphaël. Bonjour. Alors, on parle un petit mot rapidement, après on entrera dans le dur du programme. Un mot quand même sur les sondages. Vous avez vu l'enquête, le Cevipof, c'est une super enquête tous les 15 jours. 11 000 personnes qui sont sondées, c'est du sérieux. On voit que c'est confirmé, les 4 favoris se tiennent en 4 points quand on prend en compte ce qu'on appelle, vous savez, en statistique, la marge d'erreur. Vraiment, tout est possible selon vous, Jean Pisani-Ferry. Dans 3 jours, tous les scénarios restent ouverts. Rien n'est joué pour Emmanuel Macron, même s'il est encore le favori. Rien n'est joué, c'est la première fois de mémoire de présidentielle. Hein. En 2002, on avait eu une surprise, mais on pensait que les choses étaient claires. Cette fois-ci, je crois que tous les électeurs savent que c'est eux qui vont choisir les finalistes, qui ne sont pas prédésignés d'avance. Donc c'est une responsabilité, je crois, en même temps qu'un exercice de démocratie au sens profond du terme. Le vote, c'est de choisir qui sera appelé à concourir. C'est pas d'exprimer une opinion, d'exprimer une préférence, de donner un signal, c'est de choisir. Et dans la coulisse, dans les équipes, le sentiment là à 3 jours, c'est quoi? C'est un peu de fébrilité quand même ou de la confiance? L'un n'exclut pas l'autre d'ailleurs. Écoutez, chacun fait ce qu'il pense devoir faire jusqu'au dernier moment. Encore une fois, je pense qu'il n'y a aucune certitude. Donc, il reste le favori pour vous du premier tour, Emmanuel Macron? Il n'y a pas de favori à ce stade. Hein. Quand vous êtes dans cette marge, il n'y a pas de favori. Il y a une marge d'erreur. Vous savez, en statistique, on sait que même une enquête avec un échantillon très large comme celle du Cevipof, ça comporte des marges d'erreur. Il y a des marges d'erreur qui tiennent à la manière dont les gens se déclarent. Il y a des indécis, donc c'est très ouvert. Alors hier sur France Inter, Jean-Pierre Raffarin a interpellé le candidat Emmanuel Macron en lui disant « Emmanuel, c'est trop tôt, son tour viendra, mais là c'est prématuré », a affirmé l'ancien Premier ministre de Jacques Chirac. Ce procès en inexpérience que dresse Jean-Pierre Raffarin et d'autres à droite, vous trouvez ça injustifié? C'est injuste? Écoutez, ça me paraît injustifié au regard de ce que je connais du candidat, ça me paraît injustifié au regard de ce qui s'est passé dans un certain nombre d'autres pays, mais ça me paraît surtout injustifié au regard de la très grande impatience qu'exprime cette campagne, qu'exprime l'opinion. Il y a une demande très forte de renouvellement. Il y a une fatigue à l'égard de la politique traditionnelle. Donc, de dire attendez encore 5 ans ou attendez encore 10 ans, ça ne me paraît pas comprendre quel est l'état de l'opinion. Bon, alors dans le dur, là pour le coup, c'est intéressant parce que quand on regarde les prévisions de croissance des candidats à la présidentielle depuis 10 ans, eh ben, à chaque fois, toutes les prévisions, elles ont été largement pour le coup démenties par la réalité. Une fois l'élection passée, tous les candidats pêchent par excès d'optimisme. On s'en souvient, François Hollande avait prévu 2,1% de croissance par an. Il a fait la moitié, 0,9. Cette surévaluation systématique des prévisions, c'est pas un mal français, c'est pas ce qui crée aussi de la défiance à l'égard des politiques? Je pense que oui, ça a créé de la défiance à l'égard des politiques. Bon, maintenant, les 10 dernières années qu'on vient de vivre sont tout de même, espérons-le, un moment particulier. C'est la décennie dans laquelle il n'y a pas eu de croissance du PIB par tête. Hein. Ça n'était pas arrivé depuis 1945. Et espérons en France, que ça pas ailleurs. Enfin, on parle de la France. Là. Je parle de la France. Ah ouais. Je parle de la France. C'est de manière en général en Europe. Espérons que ce n'est pas ça le futur qui nous est promis. Alors, il y a un grand débat entre les économistes sur le fait de savoir est-ce qu'il va y avoir des gains de productivité, est-ce que le numérique va se traduire dans les chiffres, ou bien est-ce qu'on a une croissance très faible. Ce que j'observe, c'est que le FMI, vous savez, c'est les assemblées du FMI en ce moment, est en train de réviser les choses à la hausse. 0,1 point. Oui, ouais. Mais enfin, c'est une manière de... C'est l'épaisseur du trait, c'est une manière de donner des signaux. C'est-à-dire il y a de la confiance qui revient dans l'économie mondiale et je pense que c'est important. Alors en même temps, et puis les effets d'une crise financière, ils ont été très longs, ils ont été plus longs qu'on ne l'a pensé, mais enfin, on peut penser qu'ils commencent à se dissiper. Certains économistes parlent effectivement de stagnation séculaire de cette croissance qui ne repartirait pas. Qu'est-ce qui fait? Alors Emmanuel Macron, lui, prévoit en moyenne 1,7% de croissance sur le prochain quinquennat. Comme François Fillon. Comme François Fillon maintenant, parce qu'il y a beaucoup varié. Qu'est-ce qui fait qu'on fera 2 fois plus de croissance en moyenne que ces 5 dernières années? Est-ce que ce n'est pas un peu irréaliste comme prévision?
2 fois plus de croissance avec Macron qu'avec Hollande. Ce qui fait qu'on fera plus de croissance, d'abord, c'est qu'on a un retard accumulé qui est considérable. Hein. Quand vous avez 10% de chômage, vous avez quand même un potentiel de croissance, surtout si vous vous attaquez aux problèmes de formation, aux problèmes du marché du travail, à ce qui peut ramener les chômeurs vers l'activité. C'est aussi la productivité, c'est aussi l'effort de mise à niveau de l'économie française, d'investissement qu'on doit faire. Donc, ce n'est pas de la relance, hein, le programme d'Emmanuel Macron. Il y a un plan d'investissement de 50 milliards sur la durée du quinquennat. Alors, l'investissement, c'est d'abord de l'offre. C'est d'abord... c'est de la formation, c'est de la formation. C'est de la formation, c'est de la transition énergétique, c'est de la mise à niveau de l'agriculture, c'est de l'économie structurelle dans les dépenses publiques, sont des infrastructures, sont des éléments du côté de l'offre. C'est plus de dépenses publiques. C'est plus de dépenses publiques. C'est de la dépense publique. C'est de la dépense publique. Pas de la dépense publique. On appelle ça plan d'investissement publiquement, mais c'est de la dépense publique. La différence, c'est est-ce que c'est pérenne ou est-ce que c'est pas pérenne. Quand une entreprise veut faire un plan d'économie, il y a les dirigeants d'entreprise savent bien que dans un certain nombre de cas, il faut investir pour faire des économies structurelles. Là, c'est ça. Il faut faire des économies structurelles, c'est-à-dire il faut typiquement, sur le chômage, si vous avez des gens qui sont loin du marché du travail, soit vous les continuez à les payer en disant, ben voilà, ils sont loin du marché du travail, on n'y peut rien, soit vous investissez pour les ramener vers le marché du travail et vous faites des économies structurelles sur le chômage, sur l'assurance chômage donc. Emmanuel Macron, vous le connaissez depuis longtemps, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il était plus audacieux, plus disruptif, c'est un mot qu'il aime bien, avant, quand il était ministre de l'économie? Je pourrais vous ressortir sur l'ISF, on est en avril 2016, il dit qu'il vaut mieux taxer les successions que l'ISF. Sur la baisse de la dépense publique, il a dit que ce n'était pas aberrant de tendre vers la moyenne européenne de 50% du PIB. Il le dit toujours. Il le dit toujours, mais l'objectif c'est 52% horizon à l'horizon du quinquennat, c'est 52. 52, c'est pas 50. Vous-même, au commissaire de France Stratégie, vous plaidiez pour un retour de la dépense publique dans la moyenne européenne. Je plaide toujours. Et sur les 35 heures, il est à Davos en janvier, Emmanuel Macron, il dit « je ne suis pas opposé à son abrogation ». Bref, est-ce que c'est pas trop sage aujourd'hui par rapport à ce qu'il a dit avant? Vous ne voyez pas un petit décalage quand même? Écoutez, un programme, c'est un point d'équilibre à un moment donné. C'est une série de choses, d'orientation, d'objectifs qu'on fixe. Maintenant, si je prends le programme, si je prends la réforme du marché du travail... Et sur ces points-là, pardon, si sur ces points-là, il n'est pas moins audacieux sur ces 3 poins-là, sur l'ISF, baisse de la dépense publique, sur les 35 heures. Sur la dépense publique, non. Sur la dépense publique, 60 milliards d'économies, c'est pas rien. C'est pas rien. Ce que ça veut dire, en fait, c'est une manière de gérer la dépense publique qui est très, très différente, hein, puisqu'il ne s'agit pas de faire des économies de rabot, c'est de faire des efforts beaucoup plus structurels sur la manière de gérer la dépense publique. Sur les 35 heures, c'est tout de même l'idée que les 35 heures restent, la durée légale demeure, mais il y a beaucoup de flexibilité qui est donnée pour que dans les branches, dans les entreprises, on passe des accords et on fasse finalement varier la durée effective du travail en fonction des situations. Donc Emmanuel Macron, candidat, n'est pas moins audacieux que Emmanuel Macron, ministre de l'économie. Le ministre de l'économie, il parlait d'un sujet, de 2 sujets, de 3 sujets. Emmanuel Macron, candidat, il parle de tous les sujets. Donc il y a un moment où vous construisez un équilibre dans un programme. C'est intéressant, un petit mot sur le plan d'économie. Vous parlez de 60 milliards d'euros. On se posait la question, les dépenses nouvelles, les dépenses de campagne, les nouvelles dépenses, il y a bien 15 milliards d'euros de dépenses de campagne. Oui. Donc pour arriver... Les dépenses de campagne, d'éléments de priorité qui ont été ajoutés. Donc ça veut dire supplémentaires par rapport au programme. Il y a bien 15 milliards. Ça veut dire qu'il faut les ajouter, il faut faire... Donc le vrai plan d'économie d'Emmanuel Macron, c'est bien 75 milliards. On a envie de l'entendre. C'est bien 75. Le vrai plan d'économie. Il y aura donc 75 milliards d'euros d'économie. Oui, enfin, vous appelez... sur le quinquennat. Il y aura des redéploiements. C'est-à-dire que vous aurez des dépenses en plus et des dépenses en moins. Donc il faudra faire, effectivement, 75% de dépenses en moins sur un certain nombre de choses. 75 milliards, oui. 75 milliards. Et non pas 60. Le vrai plan d'économie, c'est 75 milliards. C'est 60 en net, c'est 75 en brut. Voilà. Mais en brut, il y a bien 75 milliards d'euros à trouver. Ok. On voulait être sûr. C'est très clair. Peut-être un détail sur François Bayrou hier matin sur Europe 1 qui disait que le programme ne serait pas de 60 milliards mais de 160 ou 170 milliards. Parce que c'est un chiffre qu'on n'avait pas entendu. Je crois qu'il compte en cumuler. Il cumule. Il cumule parce que personne ne cumule. Pourquoi il cumule? Parce que si on cumule chez Fillon, on est à 300 milliards. Ouais,
peut y avoir une manière de compter. Les Américains comptent toujours en cumulé. Mais on n'est pas aux peut-être États-Unis. le côté américain de François Bayrou. Mais vous pouvez compter en cumulé, pour être clair. Hein. Vous pouvez compter les économies la première année, la deuxième année, la troisième année, jusqu'à la cinquième année. Vous cumulez tout ça et vous tombez sur un chiffre que je n'ai pas en tête, mais qui doit être effectivement de cet ordre de grandeur. Moi, je préfère compter en année terminale, de dire en 2022, voilà ce qu'on... En 2022, les économies seront par de rapport à la 75 tendance. milliards par rapport à ce que serait la tendance. Alors, récemment, il y a eu un débat très intéressant dans les Échos. Vous opposez à Henri Decastre, le conseiller économique de François Fillon. Et là, vous avez dit la priorité, ce n'est pas d'engager une nouvelle vague d'allègement du coût du travail. Entre-temps, mais vous connaissez sûrement ces chiffres-là, l'OCDE a sorti quoi? On en a parlé il y a quelques jours. En gros, l'OCDE montre qu'en France, ce qu'on appelle le coin fiscal, on est champion du monde du coin fiscal. Le coin fiscal, pour que tout le monde comprenne, c'est l'écart entre ce que coûte un salarié avec les charges et le net qu'il reste dans la poche du salarié. J'ai bien résumé, c'est ça, hein? Absolument. Donc, on est champion du monde du coin fiscal, Jean Pisani-Ferry. Et en même temps, vous nous dites, eh ben, c'est pas nécessaire d'aller plus loin sur la baisse du coût du travail. Il n'y a pas... Ben, la baisse du coût enfin, le coin fiscal, c'est le prix de la protection sociale et de la sphère publique. Bon. Il faut réduire la dépense publique, et donc réduire la dépense publique, ça permettra de se traduire par des baisses de prélèvements. Alors, des baisses de prélèvements qu'on privilégie sur la taxe d'habitation. Sur le coût du travail, on stabilise, on pérennise les allègements qui existent dans le cadre du CICE. Et vous baissez un peu si on va plus autour loin, du SMIC aussi, vous baissez un peu. Alors, ce qui se passe autour du SMIC, on renforce. C'est-à-dire que quand vous transformez techniquement du CICE en allègement, vous avez un effet de retour d'augmentation de l'impôt sur les sociétés qu'on recycle intégralement en allègement de cotisation. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'alourdissement de la fiscalité finalement des entreprises avec la transformation Absolument. du C'est-à-dire CICE tout ce qui passe en baisse de charge. Il n'y aura pas d'augmentation de Pourtant, l'impôt Pierre sur la... Gattaz, qu'on a reçu avant sur vous, l'impôt nous a dit, société. oh là là, ça S'interroger sera sur ce 10 point. milliards d'euros de plus de coût du Tout travail. ce qui est impôt sur les sociétés supplémentaires, tel qu'on peut l'évaluer, Oui. hein, l'évaluer C'est à un retour à 30%, 20%. c'est important, hein, c'est à peu près 20%. Non, parce qu'on 20% baisse de la- l'IS. On baisse l'IS et toutes les entreprises ne payent pas l'IS. Hein. Donc il y a des entreprises qui sont déficitaires ou qui... oui, bien sûr. donc mais si la vous prenez tout transformation ça, du en gros, CICE c'est 20%. augmente l'IS En de- gros, voilà. c'est 20%. Et ces 20%, 20%, on les recycle intégralement dans les baisses de charge. en allègement de charges au niveau du SMIC. D'accord. Voilà. Par ailleurs, quand même, Donc, alors, On a- oui, On reste champion du monde du coin là-dessus. fiscal avec Emmanuel Alors, Macron. oui, 80 milliards on a un d'écart niveau. sur l'impôt sur les productions pour les entreprises entre la France et l'Allemagne. Les ménages français continuent de payer 50 milliards d'impôts de plus qu'en 2011-2012. Mais il Est-ce le qu'on sait, doit il pas le sait, tu l'apprends pas. prolonger Est-ce qu'on ne doit pas Si, mais prolonger il faut la commencer baisse par là. des Il faut impôts pas aller plus loin. Il faut commencer par la dépense. Sinon, si on commence Sinon, par c'est faire- plus de déficit. Sinon, on dit simplement qu'on paye par le déficit, donc D'accord. c'est pas pérenne. Le vrai prix, c'est la dépense. Donc on commence par la dépense. Et pourtant, la baisse des dépenses n'intervient qu'en fin de quinquennat. Dans votre On programme. affecte, on Beaucoup. a un déficit de départ qui reste un déficit Environ aux alentours de 3%. 3%. Il faut le réduire. On donne priorité au début à la réduction du déficit et puis graduellement aussi à la baisse des prélèvements. Un mot de la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des ménages, mesure électoraliste, me disait je ne sais plus quel invité il y a de ça quelques jours. Beaucoup d'économistes, ça vous fait sourire, sont vent debout, même les collectivités ne sont pas contentes en disant c'est pas financé. Et plus globalement, on se dit, en France, un Français sur deux ne paye pas l'impôt sur le revenu, 80% des Français ne payeront plus la taxe d'habitation. Vous voulez un pays... Qui va payer l'impôt Vous voulez un pays sans impôt Emmanuel Macron, c'est un pays sans impôt? Non, je vous rappelle qu'on fait un bascule de cotisation sociale sur la CSG. On va en parler, la on va en CSG, parler, on va en c'est parler. une base large, donc faible. tous les Français payent la CSG, donc il ne s'agit pas du tout de dire on fait un pays sous impôt. Mais la taxe d'habitation, c'est un très mauvais impôt. C'est un très mauvais impôt de deux points de vue. D'abord, du point de vue, disons, de qui le paye, du point de vue social. Vous avez aujourd'hui un impôt dans lequel les premiers tranches, les premiers déciles de l'impôt du revenu sont exonérés. À peu près 30% de la population ne le paye pas. Ensuite, vous avez massivement 50% de la population qui paye et pour qui c'est lourd. Et puis les 20% supérieurs pour qui c'est assez léger. Donc ça, premièrement... Ceux qui gagnent plus de 5 000 euros. Ceux qui gagnent plus de 5 000 euros. En gros, c'était, vous voyez, la part dans le revenu, la courbe, c'est une courbe vraiment en cloche, donc ça pèse lourd sur des ménages modestes, Des de classe moyenne et les ménages modestes. Mais les collectivités Et locales puis sont pas deuxièmement, contentes. et deuxièmement, au point de vue des communes, quand vous regardez
quelles sont les communes où la taxe d'habitation est élevée. On a tous l'anecdote en tête, on compare Paris à la banlieue ou Paris à telle ou telle ville de province, mais c'est un phénomène général. C'est-à-dire que c'est un impôt qui pèse beaucoup plus lourd sur la France périphérique. Non, mais il est aussi, quand vous réfléchissez à ce que vous pouvez faire pour la France périphérique, c'est-à-dire la France des petites villes qui sont en difficulté économique, c'est une des choses que vous pouvez faire. Mais il est injuste parce que les valeurs locatives qui servent de base à cet impôt n'ont pas été revues depuis les années 70. Oui, c'est un casse-tête énorme. Or, une réforme est en cours. On est ici au début des années 90, ça n'a pas fonctionné. Une réforme est en cours pour revoir ces valeurs locatives. Pourquoi ne pas utiliser cette somme très importante, 10 milliards d'euros de baisse d'impôts, pour justement aider à faire passer cette révision des valeurs locatives qui entraînerait des grands transferts, on le sait, entre les ménages? Pourquoi ne pas cumuler les deux, articuler les deux? Vous avez là une mesure, si vous voulez, qui est immédiatement correspond à quelque chose de clair pour ces classes moyennes, et on a privilégié cette situation. Comment ça va se passer? Ça va être 10 milliards d'un coup? Alors, non, ça va être sur 3 ans. Et puis alors, pour être clair vis-à-vis des collectivités territoriales, ce ne sera pas une compensation. Ce sera, c'est-à-dire, non, vous savez, la compensation, ce que détestent les collectivités territoriales, on leur dit aujourd'hui, vous avez tant de millions là, de recettes, on vous les compense, et puis ensuite, on gèle ça. Alors, ce n'est pas le cas, parce que si la commune grandit, la recette potentielle de taxe d'habitation augmente. Ce sera parfaitement indexé, les bases seront parfaitement indexées. En revanche, les taux seront gelés, c'est-à-dire ce sera sur la base des taux de 2016. Sinon, évidemment, ce serait une machine à inflation de la dépense parfaite. Et ça veut dire que si les communes décident d'augmenter la taxe d'habitation à l'avenir, les ménages paieront. Les ménages paieront. On paye moins de taxes d'habitation avec Emmanuel Macron quand on gagne moins de 5 000 euros quand on a un ménage, mais on paye plus de CSG, 1,7 points. C'est 21 milliards, dit comme ça, 21 milliards d'euros, c'est énorme, mais ça ne concerne personne. On a le calcul pour un salarié qui est à 3 000 euros par mois de salaire, c'est 624 euros par an en plus. Qui sont il y a des perdants. Les salariés, oui, il y a des perdants. Les retraités sont les grands perdants pour le coup. Ce sont les retraités, c'est 60% des retraités, ceux qui ont les revenus les plus confortables, qui vont effectivement subir la CSG, alors qu'ils ne payaient pas par des cotisations sociales. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est un effort qu'effectivement nous demandons aux seniors. La France est un pays dans lequel le niveau de vie relatif des retraités par rapport aux actifs s'est beaucoup amélioré. La France, traditionnellement, était un pays dans lequel la pauvreté, c'était chez les retraités. Aujourd'hui, le niveau de vie moyen des retraités est supérieur au niveau de vie moyen des actifs. Le taux de pauvreté des retraités est inférieur au taux de pauvreté Donc, il faut faire un effort. Des actifs. Donc, c'est un effort de solidarité entre les générations qu'on demande aux retraités. À partir de quand? À partir de quelle année? La mesure s'appliquera la hausse de la CSG, très rapidement. Ah, la CSG augmente de 1,7 points en 2018, mais la taxe d'habitation diminue par tiers en 3 ans. Donc on se prend la hausse tout de suite à 100%, mais on n'a qu'un tiers de la baisse, si j'ai bien compris. On aura un effet de ciseau entre les deux, effectivement. Ah ben, un effet de ciseau, ça parle à personne. Ça veut dire quoi, un effet de ciseau en français? Non, ça veut dire qu'il y aura... C'est pas une bonne nouvelle. Il y aura une... on est obligé d'étaler la baisse de la taxe d'habitation. Donc, non, on ne peut pas le faire d'un seul coup. Pour certains, ça sera vraiment une perte sur la première année. Il y aura un vrai surcoût. Enfin, je veux dire, non, mais attendez, il y aura je vous parlais des gagnants et des perdants pour la mesure CSG, cotisation sociale. Ça, il y aura des gagnants immédiatement. Les actifs seront gagnants immédiatement. Il y aura un effort qui sera demandé aux retraités. Maintenant, ces retraités, ils seront compensés... Alors ensuite, on rentre dans des choses assez compliquées parce que ça dépend, mais ils vont gagner la baisse de la taxe d'habitation. Gagnant plus au bout de 3 ans que la première année. Effectivement. Une petite question sur globalement, parce que si on a bien compris, en gros, tout changement de fiscalité va commencer en 2018 avec Emmanuel Macron. Pas de collectif budgétaire à l'été. Pas de collectif budgétaire. Pourquoi? Donc pendant 9 mois, il ne se passe rien. Non, parce que François Fillon, lui, il dit entre juillet et septembre, projet de loi de finances rectificative, enfin correctif budgétaire, baisse du prélèvement alimentaire forfaitaire de 30%, suppression de l'IS, on fait tout. À l'été, avec Emmanuel Macron, il ne se passe rien avant 2018? S'il y a une surprise dans l'audit de la Cour des comptes, d'abord, il ne se passe rien, c'est pas vrai. Sur l'aspect fiscal. Sur l'aspect fiscal. Ce qui est privilégié, ce sont les réformes. Ce sont les réformes du marché du travail, notamment, qui vont démarrer dès l'été. Ce sont les réformes politiques, la moralisation de la vie publique, qui vont démarrer dès l'été. Donc, moi, je crois que cette idée qu'on fait tout en 100 jours est une idée absurde. C'est une idée qui est... on a un peu l'obsession des 100 jours. Je ne sais pas si c'est un complexe napoléonien, mais consistant à croire que si on ne fait pas tout de suite, on ne le fait pas. Ben non. Les réformes réussies... Il y a l'élan du vote.
il y a l'élan du vote, il y a un capital politique qu'on a reçu, il y a un mandat qu'on a reçu des électeurs pour faire un certain nombre de choses. Ensuite, il y a des choses qu'on peut faire rapidement, qu'on doit faire rapidement. Il y a des choses qui prennent plus de temps pour être préparées. Il y a des choses qui portent effet à différents horizons. Donc il faut séquencer les choses. Et il ne faut pas faire ce qui s'est passé un certain nombre de fois. C'est-à-dire, on a un programme, on se précipite pour exécuter son programme, et au bout de 2 ans, on dit « Ah ben j'ai fait mon programme, pour les Français, bien ou mal, bien sûr, mais pour les bien ou Français, mal d'ailleurs. » C'est palpable. Puis c'est plutôt l'inverse qui s'est passé. C'est-à-dire que souvent, on est porté par la victoire, et l'été se passe sans qu'il y ait de véritables mesures. L'été, et on on fait des sait choses. qu'à la rentrée, c'est la On fait le rentrée contraire. sociale On fait le également, contraire. et que les choses deviennent tout de suite Non. beaucoup plus compliquées. ça, Est-ce que l'urgence en je vous ai France passé- n'est je vous ai pas fait d'agir et de la réformer bonne- immédiatement? Ben si, c'est ce que je vous dis, c'est ce qu'on fait. Mais je vous ai fait la bonne version, la version dans laquelle on a un programme, on l'exécute, et puis au bout d'un moment, on dit, voilà, on a tout fait. Il y a aussi la version, on fait des feux de joie pendant 100 jours, et au bout de 100 jours, on change de politique. C'est arrivé aussi, rappelons-nous. Plus souvent qu'on ne le pense. Bon. Donc là Donc, il se c'est passe rien priorité. sur la fiscalité avant 2018 avec La Emmanuel Macron. fiscalité, c'est dans la loi de finances, donc c'est en 2018. C'est en 2018. Ben, voilà qui est clair. Un petit mot sur des déficits publics. C'est le seul candidat Emmanuel Macron à dire mordicus, on sera sous les 3% de déficit public, et ce dès 2017. Dès 2017, c'est bien ça. Est-ce que ça veut dire, Jean Pisani-Ferry, que si la croissance est moins forte que prévu, ça peut arriver, que s'il y a une dégradation des comptes publics, whatever, est-ce que Emmanuel Macron prendra des mesures correctrices? Est-ce qu'il y aura, coûte que coûte, pour respecter ces 3%, un plan de rigueur, ou est-ce qu'il y aura des engagements qui ne seront pas tenus? Et lesquels? Non, il n'y aura pas de plan de rigueur. Vous ne pouvez pas nous dire. Aujourd'hui, la Commission européenne, le juge de paix, nous dit vous serez à 2,9. Aujourd'hui, le FMI nous dit la croissance mondiale s'améliore et les perspectives s'améliorent. 1,4% de croissance, dit le FMI, et vous êtes à 1,7. Oui, il y a un petit différentiel entre 1,4 aujourd'hui, et 1,7. les intentions d'embauche des entreprises sont très favorables. Donc, ne nous demandez pas de prévoir ce qui se passerait s'il y avait un accident aujourd'hui, alors que tout le monde nous dit vous êtes dans une situation qui, a priori, est une situation favorable. Si ça devait arriver. Maintenant, Par le passé, c'est non, arrivé. mais la responsabilité, c'est de dire on ne dégrade pas. On ne va pas dégrader, on ne va pas commencer par faire tout de suite on aimerait bien faire de la baisse de la fiscalité tout de suite. On ne va pas la faire parce qu'on pense que c'est important de rester C'est plus important de respecter l'épure bruxelloise que de relancer en baissant les impôts des Français et des entreprises. C'est un choix. C'est souhaitable du point de vue national aussi. D'être au-delà de 3% de déficit dans les conditions dans lesquelles on est, c'est-à-dire avec un déficit dans lequel la dette continue de croître en pourcentage du PIB. Quand on sait comment... Donc il faut faire cet effort. Cette année, on a, en matière de finances publiques, il faut être sérieux. On a des conditions très favorables aujourd'hui. En termes de taux d'intérêt. On ne verra peut-être jamais taux d'intérêt pétrole, euro. Oui, donc ce qu'on dit sur les taux d'intérêt, c'est utilisons-le pour investir. C'est la justification du plan d'investissement. Mais en matière structurelle sur les dépenses publiques, il faut continuer à réduire le déficit structurel et de se mettre dans une trajectoire qui est une trajectoire de réduction de la dette, clairement. Bon, ça impose un certain nombre de disciplines. Il se trouve que ça cadre avec les normes européennes. Il se trouve que ça nous permet aussi d'avoir... Il faut respecter le 3% à tout prix. Il faut respecter... Quitte à édulcorer une partie des plans d'investissement, quitte à édulcorer une partie du programme. Le plan d'investissement démarre en 2018. De toute façon, il faut le temps de le lancer. Donc, en 2018, on aura aussi la bascule du CICE, qui sera un élément temporaire qui nous écartera de la norme des 3%. Donc, mais ce sera un élément temporaire. Donc ça, il faudra le discuter avec nos partenaires. On leur expliquera. Est-ce qu'on est clair là-dessus? Parce que la bascule va coûter plus d'une vingtaine de milliards d'euros. C'était la discussion sur France 2 entre François Langlais et Emmanuel Macron. François Langlais et Emmanuel Macron qui n'était pas très clair là-dessus. Mais effectivement, la transformation du CICE en baisse de charge coûte ne faites pas trop technique, les enfants, milliards d'euros. On est bien d'accord qu'il y aura une dépense supplémentaire one shot, une seule fois en 2018, a priori, mais ça coûtera bien 23 milliards d'euros. Comment seront imputés ces milliards? Alors ce sera en plus. Je vais essayer d'être clair. Le CICE, c'est que quand vous employez quelqu'un, quand une entreprise emploie quelqu'un en dessous de 2 SMIC et demi, se crée une créance sur l'administration fiscale qui est remboursée au cours des années suivantes. 3 ans. 3 exercices. Oui, c'est un crédit d'impôt, c'est sur 3 exercices. Voilà. Bon. Si on transforme ça en allègement, ça veut dire qu'immédiatement, vous avez l'allègement. Bon. Donc, on n'a plus de décalage dans le temps. On n'a plus de décalage dans le temps. Mais vous gardez les créances des 3 années précédentes. Oui, mais cette dette, elle existe, si vous voulez. Ouais. Cette dette au titre du CICE, elle n'est pas dans la dette publique.
C'est une dette fiscale. Ouais. Ce n'est pas une dette On financière. a perdu c'est une du dette monde, là, je fiscale. pense. Donc, mais elle existe. Donc on ne dégrade absolument pas la situation des finances publiques si on raisonne Si correctement. François Langlais n'a pas réussi, tu vas pas réussir. Non, c'est très clair. C'est très clair. Il y aura quand même 23 milliards d'euros à Il y aura- trouver il y aura- qui pourra, Se négocier avec selon Bruxelles. les il y aura- négociations avec il nos y partenaires aura une vingtaine, européens, il y aura une impacter vingtaine ou de pas les milliards 3% de d'euros. déficit. Il faudra expliquer à nos partenaires que cette dette, elle existe déjà. Simplement, on la reconnaît dans la dette publique. Et donc, ça ne dégrade pas structurellement les finances publiques. Rapidement, Jean Pisani-Ferry, le patrimoine des Français, c'est très intéressant. Sur l'ISF, qui est recentré dans sa version Macron sur l'immobilier, on enlève tout ce qui est actif financier. La facture, qu'on comprenne bien la facture, elle ne changera pas pour celles et ceux qui ont tout leur patrimoine en immobilier. Ils ne paieront pas plus avec Macron Ils ne paieront pas plus, ils pourront payer moins. s'ils ont des actifs S'ils ont d'autres financiers. actifs. Mais pourquoi ne pas aller au bout de cette réforme? On sait que l'ISF a très mauvaise réputation. cher. Ça coûte cher, ça rapporte assez peu, 5 milliards. Et ça coûte en expatriation, en départ de riches patrimoines à l'étranger. Pourquoi ne pas aller franchement jusqu'au bout de la réforme et le C'est un supprimer totem complètement? politique en France. Alors, ce n'est pas simplement des raisons politiques, il y a aussi des raisons économiques. Quand vous vous demandez est-ce que de taxer le patrimoine foncier à des taux qui restent quand même des taux modérés est un bon impôt, tous les économistes vous diront oui. Mais vous avez déjà Vous voulez, la taxe foncière, oui, vous avez vous voulez déjà- taxer oui, ce qui Il y n'est a pas eu beaucoup mobile. d'impôts avant. Vous voulez Jean taxer ce Pisani-Ferry. qui n'est pas mobile. Vous ne voulez pas taxer ce qui est mobile pour des raisons de concurrence fiscale, pour des raisons d'incitation. Bon. Donc ce n'est pas un si mauvais impôt que ça. Bon, il y a cette rumeur que vous allez vite éteindre, comme sur les quoi loyers sur fictifs. Internet. Ah oui, vous voyez loyers venir. fictifs. C'est à cause de vous, vous en avez parlé dans un Ouais, c'est rapport à de cause- France Stratégie. On en rigole, mais ça ne fait pas sourire les propriétaires Non, mais- occupants qui, soi-disant, pourraient être taxés sur un loyer fictif vu qu'ils ne remboursent plus leur crédit immobilier. leurs emprunts. Tout ça, ce sont des fariboles, des billevesées. Oui, si c'était des fariboles et des billevesées, ce serait drôle. Mais c'est de la manipulation. C'est-à-dire que France Stratégie a publié une note dans laquelle il disait qu'il y a différentes options. Et qu'il n'a pas Sans prendre parti pour cette option, et en disant cette option-là qui existe, qui est discutée par les économistes, c'est une option donc de la taxation des loyers imputés, c'est une option qui suscite incompréhension et hostilité. Donc c'était quand même une manière de dire ne le faites pas. Bon, ce texte, ce n'est pas moi qui l'ai signé, j'avais la responsabilité de la publication, il y avait plusieurs options, il n'y a rien à voir avec Macron, et maintenant on dit Macron veut le faire. C'est purement et simplement de la manipulation. Un mot sur l'assurance vie, on continue Ben dans le oui. patrimoine des Français. Vous proposez de réinstaurer une flat tax sur le capital, formidable. Sauf que pour l'assurance vie, 30%, donc 30%. 30% de flat tax, eh bien, c'est supérieur au niveau de taxation de l'assurance vie aujourd'hui. Qui est de 23%. Qui est de 23%. Vous assumez de faire des perdants sur l'assurance vie On ou il y assume- aura une on mesure assume- spécifique d'abord, on a- pour les alors, détenteurs? Il y aura d'abord... Et il de y la aura CSG d'abord pour les de- retraités, plus il y aura- l'assurance vie, ça fait alors, beaucoup. il y aura d'abord le fait qu'on ne touche pas du tout à 105 tout ce qui contrats. a été versé aux anciens contrats, enfin au versement effectué sur les anciens contrats. Donc tout ça, c'est garanti et protégé. Deuxièmement, on met un plafond à 150 000 euros. Troisièmement, il ne faut quand même pas surestimer la différence entre une fiscalité à 23% C'est pas vous et une pour ceux qui fiscalité... la payent, il sera pas Oui, content, enfin, hein. 7% Non, de mais plus, 7 points de attendez, plus. ça- L'important, oui, non mais il ne faut pas la surestimer parce que vous parlez d'un rendement. Vous voyez, vous parlez du rendement de portefeuille. L'important, c'est quand même aussi le rendement auquel ça s'applique. Et le rendement des assurances, les contrats d'assurance vie n'ont pas un rendement aujourd'hui avec la baisse des taux d'intérêt qui est si considérable que ça. Un mot de François Fillon. Oubliez quelques instants, Jean Pisani-Ferry, que vous êtes le directeur du programme d'Emmanuel Macron. Il est plus réformateur, son programme, non? Moins de pression fiscale sur les entreprises, plus d'économies sur la dépense, moins de normes, moins de réglementation. Il est plus réformateur. Hein. Il n'a pas exactement les mêmes priorités, hein, c'est clair. Je ne dirais pas qu'il est plus réformateur. Il fait un choix qui est de dire aujourd'hui, il faut encore une fois, je vais prendre deux exemples. Un premier, c'est il dit encore une fois, il faut faire un prélèvement sur les ménages pour réduire les prélèvements sur les entreprises. Ça, c'est un choix que nous ne faisons pas. Nous disons aujourd'hui, il faut consolider les allègements de cotisation, mais pour le reste, il faut faire un investissement dans les compétences. Donc, c'est deux conceptions des priorités en matière de compétitivité. Deuxièmement, sur les retraites, François Fillon dit qu'il faut faire un recul de l'âge de la retraite. Nous disons qu'il faut faire une réforme systémique. Parce que Moi, chacun je pense interprète Non, mais je les pense- résultats du corps. Pour vous, vous nous dites que c'est plus un problème de finances publiques, Non, mais- parce que le corps nous dit que finalement c'est relativement équilibré à horizon 2020 et quelques. Sauf que c'est basé sur des prévisions qui sont hyper optimistes. Taux de chômage à 7%. Taux de chômage à 7%, ce n'est pas hyper optimiste. Bah, Regardez où sont les taux de Ça Ça chômage. fait longtemps qu'on ne l'a pas vu en France. Hein. Ça fait 10 ans. 10 ans. Ça fait 10 Bah ans, ouais, mais quand ce même. serait... Est-ce que vous pensez qu'il est normal de considérer que le taux de chômage en France, ça doit être 10%? Non. Bon. La réforme systémique,
c'est pas simplement une question de dire que les problèmes financiers sont moins aigus qu'ils n'étaient dans le passé. C'est que c'est fondamental pour la confiance des Français dans ce qui fait une société et ce qui fait l'égalité des règles dans une société. Aujourd'hui, les Français n'ont pas confiance dans leur système de retraite et les Français pensent que les autres ont un système plus favorable. Il faut arrêter avec cette situation dans laquelle chacun pense que les autres sont mieux traités. Ça fait une société d'outsiders. Et la retraite, c'est le symbole de cette société d'outsiders dans laquelle chacun se considère défavorisé. Oui, mais je reviens sur la question, pardon, Jean Pisani-Ferry. Sur quand on voit la France, 10% de chômage, les dépenses publiques, on est record sur la pression fiscale, sur la dépense publique. Est-ce qu'il ne faut pas une thérapie de choc, justement, pour relancer la France? C'est pas ça qu'il faut, une thérapie de choc? Mais il faut des réformes. Alors, thérapie de choc, non. Il faut des réformes un électrochoc, enfin voilà, non, il faut faire des réformes profondes. C'est-à-dire, il faut faire, une retraite, c'est une réforme profonde. Ce qu'on veut faire sur le marché du travail, la nouvelle assurance chômage, c'est une réforme profonde. Ce qu'on veut faire sur la formation professionnelle, c'est une réforme profonde. On a fait 3 réformes de la formation professionnelle en 10 ans. Et on est toujours avec un système de formation professionnelle qui ne marche pas. Macron est plus réformateur que Fillon. Emmanuel Macron est plus réformateur que François Fillon, à vous écouter. Je ne sais pas très bien ce que François Fillon veut faire sur la réforme de la formation professionnelle. Je sais que sur les retraites, il est beaucoup moins réformateur que Macron. Réduire le nombre de fonctionnaires, c'est pas de la réforme? Réduire le poids de la masse salariale de l'État, la fonction publique territoriale? Il faut réduire, quand on dit il faut réduire le poids de la dépense publique, ça s'accompagne de gains de productivité, de gains d'efficacité, d'ajustements sur la fonction publique. Nous disons 120 000 à peu près. Je pense que simplement... Oui, c'est un objectif. Il y va doucement, Emmanuel Macron. Non, il dit l'objectif. L'objectif, ce sont les économies. C'est un référentiel. L'objectif, ce sont les économies. Ça peut passer par des effectifs, ça peut passer par des politiques publiques, ça peut passer par des achats. Ce sera aux responsables de déterminer quel est le mix. Maintenant, les 500 000 de François Fillon, je n'ai pas compris. J'ai fait un papier là-dessus parce que je n'ai pas compris comment à la fois on peut dire on va reculer l'âge de la retraite. Oui, mais comment on peut à la fois, si on recule l'âge de la retraite, il doit être reculé pour les fonctionnaires aussi. Ça veut dire que les fonctionnaires qui devaient partir en retraite ne vont pas partir en retraite pendant le quinquennat. Non, mais ils ne vont pas partir en retraite parce qu'ils vont être prolongés. La réforme Fillon, c'est au moins... Il y a une contradiction 3 ans. Il y a une contradiction. Ben oui. Donc c'est 3 ans de plus. Sauf qu'elle s'étale dans le temps, la réforme Fillon. Non. Si vous voulez faire 20 milliards d'économies, si vous voulez faire 20 milliards d'économies comme il l'affiche, il faut au moins reculer de 3 ans l'âge de la retraite pour la génération 58. Ça veut dire que les fonctionnaires vont rester en activité et ça veut dire que donc les gens que vous voulez remplacer, ils ne partiront pas. Donc je ne comprends pas comment on fait ça sans. Globalement, le projet de François Fillon, pour vous, il est infaisable, il est trop brutal? Jean Pisani-Ferry. Je pense qu'il est, il est brutal. Il est brutal parce que par exemple une réforme de la retraite comme ça, c'est de dire aux gens qui s'apprêtent à partir en 2020, en fait vous partez en 2023. Je trouve ça brutal. Inapplicable, inopérant, infaisable. Je pense que ça ne fonctionnera pas. Je pense que ça ne tient pas financièrement, qu'il y a un certain nombre d'annonces qui ont été faites, et quand on regarde entre ce qui a été annoncé et ce qui a été dit ensuite, on s'aperçoit que ça ne tient pas. Sur les collectivités territoriales, par exemple, l'ambition de réduction de la dépense a été divisée par 2. Sur les retraites, je ne sais pas comment ça tient. Sur les fonctionnaires, je ne sais pas comment ça tient. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'affichage. Alors, vous êtes le directeur du programme d'Emmanuel Macron. Monsieur Calculette, j'ai lu en parlant de le monsieur Calculette d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui se passe, Jean Pisani-Ferry, après, si d'aventure Emmanuel Macron était élu, s'il devait gagner, que devenez-vous? Monsieur le ministre? Je suis monsieur le professeur. Voilà. Donc Non, je suis enseignant. Moi, je me suis engagé dans cette affaire parce que je pensais qu'à ce moment particulier de la vie de notre pays, et puis à ce moment, ma vie personnelle, ma vie professionnelle, j'avais envie de le faire. Et vous resterez à ses côtés? Je ne l'ai pas fait. Je l'ai pas fait. Mais non, non. Écoutez, chacun son. Il appelle à faire monter la société civile. Chacun son métier. Un représentant. Chacun son métier. Moi, je suis enseignant. Pas de politique. Donc le bail s'arrête le 7 mai. Le bail s'arrête le 7 mai. Bon ben voilà, merci à vous. Merci d'avoir été notre invité, donc Ecorama, mission spéciale présidentielle, avec donc Jean Pisani-Ferry, directeur du programme d'Emmanuel Macron. Merci à toi. Merci. Merci. David. Au revoir.